Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes en direct sur Ivoire 114, l'Afrique Nouvelle, la chaîne de la Nouvelle Afrique. C'est un réel plaisir pour nous d'accueillir sur ce plateau ces illustres invités avec lesquels nous allons débattre de sujets actuels, d'actualité, qui caporalisent et parfois cristallisent les passions en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. L'espace géographique choisi aujourd'hui pour notre débat est la Côte d'Ivoire. Et les échanges tourneront autour des choses politiques, culturelles et sociales. De ce fait, 4 grands thèmes retiennent notre attention. Nous allons parler de la Constitution ivoirienne, plus précisément en son article 35, qui, à quelques mois des élections présidentielles, cristallise les débats. Nous allons aussi faire un tour d'horizon autour de la Coalition nationale pour le changement, la CNC, et transiter par le phénomène des microbes et des antimicrobes. Nous allons terminer le débat en décryptant la résistance ivoirienne en France. Nous saluons au passage nos amis de Lyon, à savoir Désiré Sibaï et François Ankoué. À Paris, nous disons un petit coucou à notre ami Raphaël Annie. Et nous souhaitons un bon week-end à notre ami Pierre, qui très prochainement sera parmi nous pour débattre des sujets. Alors, commençons par la présentation de nos invités. À ma droite, nous avons M. Eric Fabre. Il est allemand, c'est un amoureux de l'Afrique. Il s'intéresse surtout à la refondation des relations entre l'Europe et l'Afrique. À côté de lui, il n'est plus à présenter, nous avons M. Marcel Achot. M. Marcel Achot était secrétaire administratif du FPI France. Il est aussi coordonnateur Europe du courant FPI plus social et humaniste. À ma gauche, nous avons M. Placide Seri, journaliste, spécialisé dans les questions sociales et culturelles. Et c'est lui qui aura la lourde tâche de m'accompagner dans ce débat. Après donc M. Placide Seri, nous avons M. Franck Luté. M. Franck Luté est membre fondateur de la jeunesse PDCI en France. Il a aussi d'autres talents cachés, il est écrivain, essayiste, et surtout il est aussi membre actif de la résistance ivoirienne en France. Alors, messieurs, la première question que je m'en vais vous poser est une question qui semble bien banale, mais a son importance dans la compréhension de tout ce qui arrive à l'Afrique. C'est de savoir, la démocratie, c'est quoi? Puisque chacun, dans son foyer, au travail, dans les journaux un peu partout, on nous parle de démocratie. L'Afrique doit opter pour la démocratie. Alors, la démocratie, c'est quoi? Je commence par M. Marcel Achot. La démocratie, comme on le dit de façon libérale, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et la démocratie fait partie des systèmes de gouvernement. Et comme le président Gbagbo aimait le dire, la démocratie, c'est le meilleur système de gouvernement. Parce que dans un système démocratique, tout le monde gagne. Et dans la démocratie, on peut quitter le pouvoir sans mourir et on peut également accéder au pouvoir sans tuer. Donc c'est le système de gouvernement où on demande l'assentiment du peuple pour la gestion des biens publics d'un État. Monsieur Franck Luté, alors qu'est-ce que vous pensez de la démocratie? Quelle définition pouvez-vous donner à la démocratie? Mais avant tout propos, je tenais déjà à saluer le média qui est Ivoire 114. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Merci. De pouvoir nous exprimer sur les thématiques de nos pays, de nos différents pays. Quand on parle de démocratie en général, les gens voient élection.
Mais je suis beaucoup plus... pour moi, j'estime que il nous faut réfléchir à un nouveau mode de désignation des personnes qui seront dépositaires de la chose publique. Parce que les Africains, nous sommes à la base tribalistes, ethnicistes. Donc, si la démocratie, c'est one man, one vote, mais chez nous, nous sommes des tribalistes. Donc, on vote que pour celui qui vient de sa région. Donc, la région majoritaire sera toujours au pouvoir. Si c'est one man, one vote. Donc, moi, j'estime que le mot démocratie, c'est un bien grand mot, hein, que les gens utilisent pour endormir certaines personnes. Est-ce qu'en Angleterre, c'est la démocratie? Mais tout va bien. C'est le royaume. On ne parle pas de démocratie, on est en royauté. Mais tout va bien. Les normes sont respectées, tout le monde se sent bien. Donc, il nous faut, à nous, Africains, définir un mode de désignation des personnes qui seront dépositaires de la chose publique. Et pour moi, la démocratie, on la voit à sa porte. Ça dépend de qui en parle. Ok. Monsieur Eric Flammer, alors, de votre point de vue européen, comment est-ce que vous voyez la démocratie en Afrique? Bon, de mon côté, je me suis dit, ce qui m'intéresse, est-ce que l'Europe va calquer son modèle de démocratie sur l'Afrique? Qu'est-ce que c'est la véritable démocratie? Lui, il parlait de la royauté en Angleterre. Tout marche bien, mais ce n'est pas la démocratie. Moi, je souhaite aller un peu plus loin et aborder ce sujet de la démocratie du côté philosophique. Je me rappelle à une rencontre avec le professeur Jelovac d'une université d'élite à Piran en Slovénie, et qui m'a dit, qui m'a pris à un moment donné à côté, il a dit voilà, lors de mes études, j'ai étudié la philosophie de l'Europe, Marx, Engels, etc., tous les systèmes, mais pendant des années, j'étais insatisfait d'un seul terme, c'est la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Il y a plein de définitions. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Et je suis finalement arrivé à une conclusion banale. La démocratie, c'est l'homme libre. Et à partir de cette liberté de l'homme, on peut évoquer d'autres philosophes comme Kant, Emmanuel Kant, ou d'autres, pour se demander l'homme libre, la liberté de chacun, la liberté de l'État, du peuple, ça se construit quand même. Et comment ça se construit? Je vois aussi, lorsque j'ai vu la campagne pour les élections présidentielles de Laurent Gbagbo, comment il a fait sa tournée au fond du pays, la réaction des uns et des autres, et j'ai vu un autre monde. Donc pour cet autre monde, on ne peut pas arriver à la même conclusion comme l'Occident. Nous avons notre modèle, et c'est la démocratie. Non. L'Afrique a son chemin à parcourir pour trouver la liberté de chacun et de l'ensemble de la société. Vous l'avez certainement remarqué, l'entrée de M. Guy Paulin Tambro, il est représentant de Afrique Média France. Bienvenue sur le plateau, M. Guy Paulin. Merci. Alors, rapidement, une question me passe en tête. Vous êtes le représentant de Afrique Média France. Aujourd'hui, Afrique Média est un peu dans la tourmente. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qui se passe exactement? Oui, en effet, déjà je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau, le plateau de Ivoire 114. C'est un honneur pour moi d'être là. Et s'il faut dire deux mots sur la situation d'Afrique Média, vous l'avez tous suivi depuis sa création. C'est une chaîne qui s'est investie dans l'éveil des consciences, qui travaille à la conscientisation des peuples africains et qui milite à 100% pour le panafricanisme, pour une Afrique qui se développe, qui devrait se développer par lui-même. Et malheureusement aujourd'hui, nous sommes attaqués de toutes parts. Déjà au mois de juin, on avait été attaqué par l'ambassade de France de Gros Canal, nous accusant de donner des informations sans preuve, comme quoi voilà, on affirmait que la secte Boko Haram était soutenue et par les États-Unis et par la France. Et après, la CNC s'est saisie de la question. C'est devenu une affaire politique, une affaire diplomatique. Du coup, on a été forcé de partir du territoire camerounais. Au jour d'aujourd'hui, nous avons ouvert notre antenne à Djamena, au Sénégal, au Tchad, et Malabo, en Guinée équatoriale. Et très prochainement, on va mettre à partir de la Russie.
Donc ça, c'est la situation brève de la chaîne panafricaine Afrique Média. Et on espère que grâce à votre soutien et à la mobilisation de tous les panafricanistes du monde, on pourra faire en sorte que cette chaîne davantage soit écoutée un peu partout. Eh bien, Guy, ça tombe bien justement parce que cela fait partie, selon vos arguments, cela fait partie aussi de la démocratie, comme on avait dit lancé tout à l'heure le mot. Alors, vous voulez dire par là qu'aujourd'hui, la démocratie n'est pas tellement développée en Afrique que vous êtes poursuivi, vous êtes harcelé par le pouvoir africain. Je comprends la question, mais pour la répondre, il faut se situer dans un contexte mondial. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie ne saurait être la propriété d'un État ou d'un système bien précis. On ne pourrait aujourd'hui se calquer à la démocratie telle qu'elle s'est vue à l'Occident. J'en veux pour preuve, quand on parle de la démocratie, on parlera des constitutions. Peut-être on y reviendra. Il faut qu'on se souvienne que la France, qui est entre guillemets la mère de la démocratie et le modèle sur lequel tout le monde se calque, et a eu sa démocratie depuis les années 1870. Elle a eu le temps, justement, de fabriquer sa démocratie, de se constituer en fonction des besoins de son peuple. Et aujourd'hui, quand on regarde nos démocraties africaines, et quand je parle de l'Afrique, je voudrais qu'au long de ce débat, qu'on retienne que quand moi je parlerai d'Afrique, je parlerai des pays francophones d'Afrique subsaharienne, pour ne pas confondre avec les pays francophones du Maghreb. Je parlerai plutôt des pays au sud du Sahara, de la Mauritanie jusqu'au Gabon, en passant bien entendu par le golfe de Guinée. Donc nous voulons aujourd'hui copier la démocratie à l'occidentale, ou encore la démocratie à la française, alors qu'elle, elle a sa démocratie depuis les années 70, 1870. Il va de soi que ces clichés, ce schéma de démocratie ne peut pas être appliqué dans nos pays respectifs. Je prends encore le cas récent. Aujourd'hui, on exige que les chefs d'État africains fassent 5 mandats x 2. Et je vais ici attirer l'attention. 2 x 5. Je vais ici attirer l'attention des téléspectateurs de la chaîne Ivoire 524. 114 que ce n'est qu'en l'an 2000 que la France est sortie du système du septennat. Seulement depuis l'an 2000, là, avec Chirac. Alors qu'elle a sa démocratie depuis les années 1870. Elle a pris le temps de forger ce système avant d'adopter le système quinquennal. On ne peut pas aujourd'hui imposer aux chefs d'État africains d'adopter le même système. Ça ne peut pas marcher. C'est ce qui est bizarre, c'est ce qui est un peu curieux, parce que nous sommes colonisés, les pays africains francophones sont colonisés par la France aujourd'hui. Alors pourquoi la France ne laisse pas libre cours, le libre arbitre aujourd'hui à ces pays colonisés pour pouvoir suivre vraiment la vraie démocratie? Pourquoi la France s'immisce aujourd'hui dans les pays africains? Acho, pouvez-vous répondre à cette question? Bon, pour parler de cette émission de la France, moi je crois d'abord qu'il faut déjà voir les démarches qui nous ont amenés à céder à l'indépendance. La dernière fois, je le disais à La Haye, bon, quand je lis un peu la déclaration solennelle du président Foubani, il disait comme ça, je cite, « En vertu du droit inaliénable, qu'à tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance. » Donc, pour qu'il y ait indépendance, il faut qu'antérieurement, il y ait quand même ce droit inaliénable à disposer de soi-même. Moi, je crois qu'aujourd'hui, bon voilà, est-ce que nos pays africains disposent d'eux-mêmes? C'est cette question qu'il faut débattre. Donc voilà, aujourd'hui, la France nous a en quelque sorte, on est passé à un système d'assimilation. La démocratie, on ne la vit pas. On nous l'a octroyée, on n'a pas lutté pour l'obtenir. Je prends quand même des pays comme l'Algérie, et là-dessus, je cite toujours le président Rambo qui disait, on ne peut faire l'économie d'une lutte sans liberté. Donc dès lors que bon, on refuse de lutter, on va accéder à la liberté sans lutter, je crois que bon, tout s'octroie. Donc la démocratie depuis la base, non, disons, l'indépendance depuis la base, elle a été biaisée, depuis 60. On nous l'a offert sur le plateau d'or, on ne s'est pas débattu, on n'a pas lutté pour l'obtenir. Donc aujourd'hui, on doit rendre compte de la liberté. Oui, embrayer un peu sur ce que disait le camarade Paulin concernant la limitation des mandats. Moi, personnellement, je ne suis pas pour la limitation des mandats par la loi. Je suis pour la limitation des mandats par le peuple. Parce qu'on dit 2 mandats, après c'est fini. Mais tu peux faire un mandat et puis le peuple t'enlève. Tu ne feras pas 2 mandats, Sarkozy a fait un mandat, le peuple l'a enlevé. Ouad voulait reprendre un mandat, le peuple l'a enlevé. Donc je ne suis pas pour ce qui est calqué sur le schéma occidental. À savoir, il faut faire 2 mandats et c'est fini. Non, il revient au peuple qui est souverain de décider de qui doit
gouverner et quand est-ce que nous mettons fin à sa gouvernance parce que nous ne sommes pas contents. Mais ce n'est pas une loi qui limite les mandats. C'est le peuple qui doit limiter les mandats. Monsieur Franck Luté, tout à l'heure, vous aviez parlé de l'Afrique qui n'est pas encore prête pour accepter la démocratie et que nous sommes en Afrique dans un système politique parfois tribaliste ou régionaliste. La démocratie, c'est un mot. Alors, oui, je le sais, mais si nous suivons votre raisonnement actuel que la loi ne doit pas délimiter un certain nombre de choses, ne pensez-vous pas que nous serons dans un système... Non, nous ne sommes pas dans un système autre. Parce que même ici, on dit qu'il faut faire... C'est un mandat renouvelable une fois. Oui. Mais tu fais un mandat, le peuple n'est pas content, il t'enlève. Donc ça veut dire que c'est le peuple qui est souverain. Une fois, il décide quand il veut de mettre fin à ta gouvernance. Mais quand la voix du peuple est entendue. Voilà, c'est le peuple qui décide. Parce que même quand on va aux urnes, c'est le peuple. Quand on est dans les rues, quand on appelle à des changements, c'est le peuple. Donc, seul le peuple est souverain. Seul le peuple peut décider de mettre fin à la gestion de Paul ou de Pierre. De vrai, on peut comme Roger comme ça. Ouais, parce qu'actuellement, la puissance occidentale aussi disent le dernier mot. Oui. Malgré le peuple qui s'élève aujourd'hui, les puissances occidentales sont toujours là à nos côtés, pas à nos côtés, pas aux côtés du peuple, mais aujourd'hui, qui s'ingèrent, qui s'infiltrent aujourd'hui. C'est parce que nous sommes des colonisés. Voilà. Nous sommes des colonisés. Oui. Et je dis, et je répète sur votre plateau, que le malheur de l'Afrique, francophone surtout, c'est le CFA. C'est cette monnaie qui fait de nous des aliénés. Nous sommes dépendants. Nous allons revenir au franc CFA. Monsieur Eric, pouvez-vous ajouter quelque chose à tout ce qui est dit? Eric, oui, c'est là. Oui. Voilà. Bon, je souhaite avoir un commentaire. Bon, je souhaite faire un commentaire par rapport à ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est un très bon principe que le peuple gère, que le peuple a le pouvoir. Mais pour moi, il y a aussi la question comment ça devait s'exercer. Je me rappelle encore à une réunion du président de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo, avec la jeunesse africaine. Je crois à l'époque il était déjà conscient qu'on va l'enlever du pouvoir. Et donc il a lancé les messages afin d'assurer une pérennité en Afrique par rapport à sa parole. Et je souhaite le dire, il a dit, si nous ne respectons pas nos propres lois, par exemple la constitution ivoirienne, quoi que ce soit, si nous ne respectons pas notre loi, ce sont les loups qui s'engouffrent dans la maison pour faire n'importe quoi. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, et je l'ai dit en tant que témoin allemand, il y a les loups qui se sont engouffrés en Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire, il faut être conscient lorsqu'on parle d'un principe, de ne pas écarter les autres et de trouver le bon assemblage et l'équilibre entre différents principes. C'est-à-dire respecter la loi et en même temps permettre au peuple de s'exprimer. Voilà, c'est ça. Je vous remercie. Le respect de la loi est toujours quelque chose de fondamental dans l'exercice du pouvoir. Si on ne respecte pas la loi, on ne peut pas avancer. D'accord, nous allons donc entamer avec le premier thème de notre débat, qui est la Constitution ivoirienne. Nous avons vu que depuis les années 95, la Constitution ivoirienne, chaque fois, revient en première ligne quand il s'agit d'élections présidentielles. Et l'article 35 de la Constitution ivoirienne poserait effectivement de problèmes à un certain nombre de concitoyens. Alors, la question centrale, c'est faut-il, oui ou non, enlever l'article 35 de la Constitution ivoirienne? Monsieur Franck Luté. C'est une très belle question. Mais je vais vous dire, la loi n'est pas faite pour plaire à quelqu'un. La loi est impersonnelle. C'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Il faut l'accepter. Cette constitution ivoirienne a été votée à plus de 86% par référendum. Les Ivoiriens ont choisi d'adopter cette constitution. Donc, si nous devons modifier cette constitution, nous devons donner les arguments pour lesquels, aujourd'hui, nous trouvons que cette constitution n'est plus adaptée à nos réalités. Mais elle n'est pas faite pour satisfaire un individu. C'est la Constitution. L'article 35 de la Constitution est clair. Que dit l'article 35 exactement? Ne peut être président que l'Ivoirien qui est né d'un père
et d'une mère ivoirienne, eux-mêmes ivoiriens de naissance, et le sceptre jamais prévalu d'une autre nationalité. C'est-à-dire que moi-même, Franck, qui vous parle sur le plateau, je ne peux pas prétendre à la maçonnerie suprême en Côte d'Ivoire, parce que je suis un, de mère camerounaise, de père ivoirien, deux, j'ai un passeport français, je suis né en France, donc, mais ce n'est pas pour autant que je prends les armes. Il serait intéressant pour nous de faire comprendre aux populations pourquoi est-ce qu'il faut une évolution constitutionnelle. Elle doit s'adapter aux réalités de notre pays. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous savons tous que la Côte d'Ivoire est un pays de brassage. Beaucoup de métis. Quel métissage n'avons pas en Côte d'Ivoire? On a toutes sortes de métissages de l'Afrique, et même d'ailleurs, en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de dire on doit faire plaisir à quelqu'un. Il s'agit de trouver ce qui fera que tout le monde se retrouve. Si, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, il faut que l'article 35, que certaines dispositions de la Constitution soient aménagées, moi je suis partant. La loi est faite pour évoluer. Toute loi est évolutive. La loi n'est pas là pour rester figée. Elle évolue. Monsieur, je vais aller presque dans le même sens. Sauf que, comme il a dit, vous savez, la loi, la constitution, c'est la lettre, c'est l'esprit. Il y a la lettre, il y a ce qui est écrit, le noir et le blanc. Il y a l'esprit de la loi, l'esprit de la lettre. Je crois que la loi, la constitution ivoirienne a été validée en l'an 2000 et elle prévoit les conditions de sa modification. Elle peut être modifiée par voie référendaire. Donc, si on dit Vox Populis, Vox Deis, la voix du peuple est la voix de Dieu, si le peuple estime à un moment donné que la constitution actuelle ne la permet pas de se développer, alors qu'on met en place les voies constitutionnelles pour la modifier. Mais à l'état actuel des choses, puisqu'on parle de l'article 35, j'avoue moi personnellement que l'article 35, certes, n'est pas taillé à l'image d'une personne bien précise, parce que c'est la loi, mais ceux qui l'ont pensé ont peut-être oublié de relever un aspect. Parce que je l'ai lu bien d'années auparavant, lorsque il s'est agi à la troisième phrase, moins bonne, la limitation d'âge ne peut être candidat que celui qui est âgé entre 40 ans et 75 ans. Et si on va dire par la suite que le candidat à la présidentielle doit avoir au minimum 40 ans, prenons 40 ans, qu'il doit être ivoirien de père et de mère, et que ses parents soient eux-mêmes ivoiriens de père et de mère. Imaginons aujourd'hui un candidat qui a 40 ans, sa maman devrait avoir quel âge à peu près? Allez, disons 60 ans, disons 60, 65 ans. Et si on va regarder les parents de sa maman ou de ses parents, on va se retrouver à 75 ans. Et si on a 75 ans, on est dans une période post-indépendance. C'est-à-dire, on se retrouve dans une période où on ne peut pas définir la Côte d'Ivoire comme État, comme République. Alors, en ce moment, il y a un vide. Je crois que si modification il doit avoir l'article 35, il faut revoir justement cela, parce qu'on est indépendant en 58, je crois. En 60. Voilà, en 60. Alors, si on va dire que mes grands-parents doivent être eux-mêmes ivoiriens de père et de mère, je rappelle qu'en cette période, je doute qu'avant l'année 60, on avait les 4 nationalités ivoiriennes. Non. Alors, si on va dire que mes grands-parents, qui doivent avoir aujourd'hui 85 ans, devraient avoir une carte de nationalité ivoirienne, il va de soi qu'il serait difficile de prouver que mes grands-parents étaient eux-mêmes ivoiriens. Donc je pense que s'il faut modifier quelque chose à cette constitution, ce serait peut-être à ce niveau-là, mais pas au niveau... Bon, on peut discuter sur la question de la limitation des mandats, parce que ça encore, c'est la voix du peuple qui doit prévaloir, mais de façon fondamentale, si nous acceptons une loi, on se doit de la respecter. La loi fondamentale d'un peuple est son âme. À partir du moment où on la méprise, qu'on la bafouille, qu'on la tripote, en ce moment, le pays lui-même ne vaut plus rien. Ok. Alors, si je veux reprendre un peu ce que vous venez de dire, vous avez parlé de la notion de l'identité territoriale, n'est-ce pas, avant 1960. Mais nous savons qu'avant 1960, quand même, la colonisation ayant balkanisé l'Afrique,
on savait très bien que, par exemple, dans le cas ivoirien, puisque nous parlons du cas ivoirien, la Côte d'Ivoire s'appelait la Côte d'Ivoire, le Burkina s'appelait la Haute-Volta, le Mali s'appelait le Mali, etc. Chacun avait une identité territoriale. Et la mémoire collective ne meurt jamais. De sorte à ce que, lorsque vous vous déplacez d'un territoire à un autre, on sait qui vous êtes. Tout à fait. Donc il y a ce problème-là. Alors, M. Achou, qu'est-ce que vous pensez? Juste un petit mot, c'est pourquoi j'ai parlé de l'esprit et la lettre. Dans l'esprit, justement, il s'agit de ça. Il s'agit du fait que la mémoire collective retournait qu'en fait, mon grand-père était ivoirien. Mais la lettre ne précise pas ça, justement. Tout à fait. Justement. M. Achou? Au fait, parlant de cette constitution qui a été, je crois, adoptée par le référendum le 23 juillet 2000, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Je crois concernant cette constitution, dès même l'adoption, déjà, il y avait anguille sous roche. Je vais m'expliquer là-dessus. Parce que tous les partis politiques ivoiriens, et même les représentants de la société civile, ont appelé tous à voter oui pour cette constitution. Bon, moi, j'ai même pensé qu'on devait se trouver à 99% de oui. Bon, il y a eu 86%. Donc, j'ai dit Yangui Soura parce que déjà, pendant même que tous les partis politiques, tous les représentants de la société civile appelaient à voter oui, il s'est trouvé quand même des gens dans l'ombre à appeler à voter non. Si on est même à 14% de refus. Donc, déjà, je crois qu'on devait quand même tirer les conclusions déjà par là pour dire que voilà cette disposition. Bien vrai que les gens officiellement appelaient à voter oui, mais il y avait quand même des partis que certaines personnes ne cautionnaient pas et qu'elles seraient peut-être source de conflit. Maintenant, faut-il l'abroger ou non? J'ai dit non, il faut garder cette disposition. On n'a pas à l'abroger. Tout à l'heure, M. Luté l'a dit, 86%, c'est une majorité écrasante du peuple ivoirien qui l'a adopté. Dès lors que le peuple l'a accepté, par voie référendaire, s'il faut quand même retoucher quelques dispositions, il va falloir qu'on refasse encore appel à ce même peuple pour avoir sa position. Il faut leur proposer quelque chose. Mais c'est ça justement, en quoi cet article aujourd'hui est source de contestation et de conflit? Non, l'article n'est pas source de contestation ou de conflit. L'article en lui-même dérange certaines personnes. On se sentent concernés. Parce que je me souviens très bien qu'en 2000, quand on avait appelé à voter au référendum, M. Dramane Ouattara avait dit ceci. Je suis visé par la Constitution, mais pas concerné. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Voilà, vous voulez dire que en parlant de l'article 35, en disant qu'il faut être de père et de mère et tout ça, c'est moi qui veux le viser parce qu'il me soupçonne de ne pas être ivoirien. Mais moi, je ne suis pas concerné puisque moi, je me considère comme étant ivoirien de père et de mère. Et de n'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Il a dit, je suis visé, mais pas concerné. Ils ont appelé leurs militants à voter oui à cette constitution. Mais c'est la même constitution qui est en place. Dramane Ouattara a contesté la même constitution après l'avoir votée. C'est tout de même curieux quand même. C'est quand même curieux. Curieux, oui. Il appelle à voter une constitution et après il conteste cette constitution. Il est le même à avoir dit que cette constitution m'empêche d'être candidat. On était en 95. On n'a quand même pas de mémoire sélective. Que oui, elle m'empêche d'être candidat. Ok. Que si je suis président de la Côte d'Ivoire, je vais modifier cette constitution. Il a été installé comme chef de l'autorité ivoirienne. Je crois que... Il l'a fait ou pas? Il ne l'a pas fait. Il n'a pas modifié la constitution. Mais j'ai compris pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait. Après réflexion, j'ai compris que si Dramane Ouattara s'attaquait à la constitution, ça changeait son schéma. Parce qu'il a fait croire au monde entier que le problème, c'était un problème personnel et non un problème constitutionnel. Donc, en s'attaquant à la Constitution, il va valider le fait que nous disions qu'il a un problème constitutionnel. Donc, il s'entête, il persiste et il y va en roue libre pour montrer que lui, il n'a aucun problème avec la Constitution. Ce sont les gens qui ne l'aiment pas. C'est parce qu'il n'est pas beau, ou bien parce qu'il est ceci, ou bien parce qu'il est cela, mais lui, il n'a pas de souci. Mais ça, ce sont les problèmes. Il faut que M. Dramane Ouattara, concernant la Côte d'Ivoire, puisse s'asseoir devant les Ivoiriens. Et puis il a dit certaines choses. J'aurais été Dramane Ouattara à sa place. J'aurais appelé un référendum. Et par voie référendaire, il a eu peur parce qu'il sait que par voie référendaire, même la population va refuser encore ce chemin qu'il va emprunter. Oh, ça, je ne sais pas.
Je ne peux pas l'affirmer. Monsieur Eric, pouvez-vous ajouter quelque chose à... Oui, je souhaite ajouter deux choses. Tout d'abord, le respect des institutions de la République. Ça, c'est un sujet important. Donc, je crois on est d'accord que la loi doit être respectée. Mais la discussion d'Alassane Dramane Ouattara dans les années 90, on trouvait un autre niveau lorsqu'on a mis en place les accords de Marcoussis. Donc je souhaite un peu parler du respect de la constitution ivoirienne par la France et ensuite me demander est-ce que la discussion de l'article 35 est vraiment à la base, est-ce que c'est vraiment la source du conflit en Côte d'Ivoire. Donc tout d'abord, lorsque les accords de Marcoussis ont été mis en place, on sait bien le constitutionnaliste Pierre Mazeaud, dans un stade de rugby, ce qui est vraiment très digne, a essayé de changer la constitution ivoirienne. Et donc, 3 jours avant la proclamation officielle du résultat, on savait ce qui se passait à l'entrée du stade alors que Jacques Chirac ne le voulait pas. Nous avons fait une très grande pancarte en dénonçant le non-respect des institutions de la République, avec la très grande marche avant les accords de Marcoussis. Donc, nous demandons à l'ONU de faire respecter la Constitution. Donc, c'est-à-dire, c'est la France de Jacques Chirac qui ne voulait pas respecter que la Constitution a son propre modèle de changement. Voilà. Donc là, il y a un intérêt externe de changement. Maintenant, revenons un peu en arrière, le 19 septembre 2002 et le début de la soi-disant rébellion. Je le disais déjà, au début, on voulait faire un peu, c'est mon impression, comme sous Bédier, il y a une mutinerie, on noie le poisson dans un verre d'eau, on grille les Ivoiriens au petit feu. C'est-à-dire, ce n'était pas une rébellion, c'était une mutinerie. Et donc, Laurent Donafologo a fait un magnifique travail, il a accepté, ou la Côte d'Ivoire a accepté toutes les revendications. Donc, si on accepte dans les négociations de Lomé avec Gnassingbé Ayadema toutes les revendications de la soi-disant mutinerie, on ne devait pas s'attendre à ce que ça échoue. Ça a quand même échoué et Jacques Chirac a réussi à retirer les négociations de Lomé à travers le Sénégal vers Paris. C'est le président Abdoulaye Wade qui était le chargé de mission. Voilà. Donc il faut savoir, est-ce que la Constitution était réellement un sujet si le début de la soi-disant rébellion était une mutinerie? Donc moi je crois ce sont des prétextes. On a fait quelque chose que les Allemands appellent die Kuh aufs Glatteis führen, c'est-à-dire prendre la vache et le mettre sur un lac qui est glacé. Et ne pas réellement parler des problèmes. Non. Donc si on veut parler de la Constitution ivoirienne et l'article 35, il faut bien sûr les préoccupations de l'Afrique, mais il faut écarter la mainmise de l'extérieur. C'est ce que je souhaite dire. Bien, c'est bien compris. Monsieur Acho? Oui, en fait, pour rouler un peu c'est dit, je voulais qu'on revienne sur des constitutions de pays frères. Je prends l'article 38 de la Constitution du Sénégal et 62 même du Togo, où il est question même de la notion d'exclusivité de la nationalité du pays, togolaise ou sénégalaise. Donc je crois que tout est similaire. Tout est similaire. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que pour ce qui est faisable dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire quand même on ne peut pas l'appliquer. Ça ne peut pas vraiment source vraiment de conflit. Il y a quand même d'autres raisons inavouées qui transitent par une constitution qu'on serait sur le point de contester pour parvenir à d'autres faits. On se sert de toutes les façons, de façon fondamentale, on ne peut accepter, surtout chez nous en Afrique, que quelqu'un étranger au village vienne prétendre être chef du village. Ça, de façon naturelle, fondamentalement, on peut l'accepter. Donc, quand on parlait de l'esprit, justement, on allait c'est cela les questions. Si on a un doute, ne serait-ce qu'à 0,01% sur ta nationalité, je crois que si on veut servir son pays, on n'a pas forcément besoin de président pour servir son pays. Si on veut servir un pays, on peut être ministre, on peut être député, on peut être autre chose que être président. Je pense que l'article 35, à l'état où elle est, ne devrait pas être modifié sous prétexte de la nationalité d'Alassane Dramane Ouattara.
Non, non. Je crois que s'il y a un doute qu'il n'est pas ivoirien, il devrait s'écarter systématiquement. Et cela a laissé un doute, mais aujourd'hui, dans l'esprit des Africains, pour qu'il a été imposé par les Occidentaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est le débat. C'est clair qu'il a été imposé, ça, on ne peut pas le discuter. Ouais. Oh, mais vous savez, M. Dramane Ouattara est quelqu'un qui a toujours joué la victime. Il est comme ça. Il est rentré en politique en Côte d'Ivoire en jouant la victime. Parce qu'il ne faut pas oublier les propos de Dramane Ouattara. Ici, au Méridien Montparnasse, en 1998, il a dit « C'est parce que je ne suis pas, et parce que je suis musulman et nordiste, qu'on ne veut pas que je sois candidat en Côte d'Ivoire. » C'est très dangereux. Alors que son problème était purement constitutionnel. Donc, il en a fait une affaire personnelle alors qu'elle était constitutionnelle. Et par manque de moyens de communication efficaces, nous avons suivi, À l'époque, oui. oui, suivi le schéma de Dramane Ouattara qui consistait à transformer un problème constitutionnel en problème personnel. Et voici où ça nous a mené. Oui, on peut continuer. Oui. Donc là, si nous entendons très bien ce que vous dites autour de la table, en Côte d'Ivoire, il y a plus un problème de personne qu'un problème constitutionnel. En d'autres termes... La Constitution n'a pas de problème. C'est un individu qui a un problème avec la Constitution. C'est un individu qui se retrouve confronté aux réalités de la loi ivoirienne. Mais dans ce cas, le véritable problème qui se pose, en 2000, on a été confronté à ce problème avec l'article 35. En 2002, il y a eu la guerre qui s'est poursuivie tout en prenant l'article 35 comme étant l'élément de fond dans la mesure où les revendications des rebelles ont coïncidé trait pour trait aux revendications Du RDR. du RDR. Dont Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, nous sommes encore à la veille d'une élection présidentielle et le même élément de l'article 35 refait surface et éliminerait encore M. Alassane Ouattara qui est candidat à sa propre succession. Monsieur le journaliste. Alors, le débat est ouvert. Il faut bien poser la question parce qu'il n'est pas candidat à sa propre succession. Non, Ça, vraiment, il n'a jamais été élu. Vous êtes journaliste, on comprend. Il n'a jamais été élu. En fait, pour être moi je candidat à fais sa mon travail de propre journaliste. Voilà. Il vous appartient à vous les débatteurs Il de faut bien dire... que les choses soient clarifiées. Allez-y, on vous écoute. Ouais. On ne saurait dire aujourd'hui sur le plateau de Ivoire 114 que Alassane Dramane Ouattara est candidat à sa propre succession. Ça ne veut pas le dire. Expliquez-vous. Je reviens à la question qui a été posée précédemment de savoir Alassane Ouattara, est-ce qu'il était imposé à la Côte d'Ivoire? Alors, je veux rejoindre ici M. Franck Vité. Alassane Ouattara a été imposé à la Côte d'Ivoire dans quel sens? Souvenons-nous que Alassane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire sous l'invitation, si vous voulez, du vieux Houphouët-Boigny et l'invitant du FMI d'où il était pour corriger ou pour réajuster, redresser l'économie ivoirienne. Alors, il est arrivé en Côte d'Ivoire par une question, si vous voulez, économique ou monétaire. On fera encore rappel tout à l'heure, là, il a fait l'introduction là-dessus, sur le franc CFA. Donc, c'est le franc CFA, si vous voulez, qui a mené Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire auprès du vieux Houphouët-Boigny. Et après avoir goûté au luxe du pouvoir, il s'est dit, mais pourquoi pas? Il s'est dit, et pourquoi pas? Alors, il est important de savoir que M. Alassane Ouattara, il est arrivé au pouvoir il est arrivé en Côte d'Ivoire pour une mission bien précise, c'était au temps de Fouet. Bien déterminé, oui. Celui qui l'a fait venir, lui, il est mort. En principe, son mandat est terminé en ce moment. Et s'il veut servir son pays, enfin, s'il veut servir la Côte d'Ivoire, parce que je passe dire son pays, vu qu'aujourd'hui il y a un doute sur sa nationalité, je ne suis pas son père ni sa mère, mais il y a des fortes raisons, il y a des preuves qui attestent qu'il n'est pas ivoirien. S'il veut servir son pays d'origine, c'est clair qu'il doit le Burkina Faso. Bon, selon ce que nous avons comme élément. Et s'il veut servir la Côte d'Ivoire qu'il aime, entre guillemets, bien, alors en ce moment, il peut servir la Côte d'Ivoire étant ministre ou étant député ou étant autre chose. Même autrement, même dans le privé. Maintenant, dire que Alassane Ouattara est candidat à la constitution, on sait bien que non, ce n'est pas possible. On sait bien que Alassane Ouattara n'est pas aujourd'hui le président de la Côte d'Ivoire, tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas jusqu'aujourd'hui vidé un contentieux électoral. Jusqu'aujourd'hui, moi je l'ai souvent dit, je continue de le dire, on ne saurait aller aux élections là en octobre. Ça c'est impossible, je l'ai toujours dit, j'insiste là-dessus. On ne peut aller aux élections en 2015 là en octobre que si on a les résultats définitifs de 2010. Si le contentieux a été vidé, l'affaire est encore devant la haute juridiction en Côte d'Ivoire, l'affaire est encore devant la Cour constitutionnelle. Il y a un contentieux qui n'est pas vidé.
Tant qu'il n'est pas vidé, on ne peut organiser les élections. Alors, si mon collègue parle de succession, à sa propre succession, il a déjà dirigé la Côte d'Ivoire pendant 4 ans, pendant 5 ans. Donc, c'est ça, on dit, il est encore candidat. On peut diriger un pays par l'inflation. Non, on peut diriger le pays l'inflation. de toutes les façons. L'inflation. Et puis, même pour parler même d'Alassane Ouattara, au fait, voilà quelqu'un qui a toujours refusé de tester sa popularité. Il s'est toujours inféodé aux autres. Je reviens d'abord sur l'année 95, où son parti était allié au FPI, dans le Front républicain. On vous écoute. Il n'est jamais allé tout seul. Il s'est toujours inféodé. Il est derrière le FPI, dans le cadre du Front républicain, pour ne pas qu'on puisse tester sa vraie popularité. C'est son choix. En 2000, lors de la Constitution, qui ne faisait pas son affaire, il s'est aligné aux autres, il a demandé à voter oui, tout en sachant que ça n'arrangeait pas. Parce que pour lui, il demandait aux gens de voter non. On allait quand même pouvoir tester ce qu'il faisait. De quoi il est capable. De quoi il est capable. Il a dit voter oui. Il s'est féodé. Et encore aux élections de 2010, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit bon, je suis candidat parce que le président va appeler l'article 48. Et après, bon, en France, on crée le RHDP. On fait des calculs qui ne tiennent pas la route. On dit puisque Bédi a obtenu 10%, celui-là a X%, on fait une comptabilité et on dit voilà ce qu'il doit obtenir. Donc voilà quelqu'un qui sait jamais vraiment, qui n'a jamais affronté vraiment les Ivoiriens pour savoir ce qu'il veut. Il veut devenir président, mais bon, s'il faut emprunter des voies machiavéliques pour y parvenir, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous dénonçons ici sur ce plateau. Là, Oui, monsieur Eric. voilà, je souhaite aussi apporter un aspect, c'est-à-dire par rapport aux élections présidentielles, il faut peut-être reprendre le terme que vous avez pris, il y a aiguille sous roche, anguille sous roche. C'est-à-dire, il y a les élections présidentielles en Côte d'Ivoire que son Excellence M. Laurent Gbagbo voulait vraiment propre au sens de la démocratie. Mais anguille sous roche, ça veut dire qu'il y avait une affrontation de la France avec l'Afrique à partir de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler des élections présidentielles si les énergies, est-ce qu'on dit sous-jacentes, sous-jacentes, forcent tout. Par exemple, prenez aujourd'hui le programme d'Alassane Dramane Ouattara et passez en peigne vraiment en détail ce programme d'Alassane Dramane Ouattara et ce qu'il a réalisé en Côte d'Ivoire. Vous verrez, pour lui, ce n'était pas une question des élections présidentielles et d'un programme de société. Donc l'Afrique se trouve aujourd'hui, avec toutes ces questions qu'on a évoquées, dans une question fondamentale. Est-ce qu'on peut se développer? Est-ce que nous pouvons avoir, simplement, pas par affichage, mais réellement un projet de société? Et est-ce que nous tous, les peuples, les populations, est-ce que nous pouvons réaliser ce projet de société? C'est là la question de fond. Et donc, c'est-à-dire, la France-Afrique, à un moment donné, doit changer. Pourquoi les choses n'ont pas avancé en Côte d'Ivoire? Il faut se demander aujourd'hui, peut-être poser des questions par rapport à cette notion nébuleuse, un État, que Charles de Gaulle a dit, un État n'a pas d'amis et n'a que des intérêts. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la population? Est-ce que c'est vraiment avantageux? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faut un peu plus élucider dans les débats de fond? Est-ce qu'on peut avoir réellement une élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Bien. Oui. Un petit mot parce Je que... voudrais quand même parler un peu de ça quand même. Parce que Dramane Ouattara, je l'ai défini comme étant, ce que je dis, je l'ai dit tout le temps, c'est comme la petite fille de banlieue qui met le voile, mais en dessous qui porte un string. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, tout ce qu'il présente n'a rien à voir avec ce qu'il est. Alassane Ouattara a fait croire que les Ivoiriens ne l'aimaient pas, pourtant les Ivoiriens n'ont rien compris. Alassane Ouattara a fait croire au monde entier qu'en Côte d'Ivoire on n'aimait pas les musulmans, alors que les Ivoiriens vivent avec les musulmans, on a même des femmes musulmanes, on est dans le même pays. Alassane Ouattara a fait croire que Gbagbo Laurent était un criminel, alors que Dramane Ouattara jouissait de tous les privilèges de la République sous Gbagbo Laurent. Et il est bien de préciser ici que quand Dramane Ouattara était au Golf Hotel, il percevait sa pension. Il a touché la pension au mois de décembre. Il a touché la pension au mois de janvier. Il a touché sa pension au mois de février. Celle du mois de mars a été virée. Et ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a eu un coup d'État. Parce que s'il n'y a pas d'État, comment tu vas percevoir la pension?
Bédier percevait la même pension depuis le Golf Hotel. Tous les ministres qui étaient au Golf Hotel percevaient les rentes viagères depuis le Golf Hotel. C'est pour dire qu'ils reconnaissaient eux-mêmes l'existence d'un État qui était incarné par Gbagbo Laurent, donc vainqueur des élections. Alassane Ouattara n'est que le bénéficiaire d'un coup d'État. C'est un coup d'État qui a eu le 11 avril 2011. Nous disons que c'est le coup d'État le plus long du monde. Ça a commencé en 2002, ça s'est achevé le 11 avril 2011. Donc on ne peut pas dire qu'Alassane Ouattara est candidat à sa propre succession. Dramane Ouattara n'a jamais été élu. Dramane Ouattara est quelqu'un qui veut aujourd'hui obtenir le suffrage des Ivoiriens. Mais pour cela, nous nous demandons juste de se conformer aux dispositions en vigueur. S'il n'y a rien d'autre. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter à ce sujet? Parce qu'en même temps, oui, M. Guipolin. Oui, rapidement, c'est juste aller dans le même sens et plus que cela, de façon... je ne ferai pas ici un procès d'intention sur les motivations de Alassane Ouattara, mais il est clair que la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Je crois que s'il aime la Côte d'Ivoire telle qu'il le prétend, il devrait tout simplement non seulement se conformer au test, se conformer aux dispositions de la Constitution, mais bien plus que cela, s'engager résolument et de façon plus sérieuse dans le processus de la réconciliation. Et encore, je termine par là, je termine rapidement sur la question pour dire qu'en fait, il y a eu non seulement trop de crimes commis en Côte d'Ivoire, mais je préfère qu'on s'appuie sur le droit. Si le droit, bien entendu, nous appartient encore, parce qu'il est clair que c'est les forces exogènes aujourd'hui qui dictent le droit en Côte d'Ivoire, mais si le droit nous appartenait encore, je crois qu'il y a un dossier, l'inventaire de 2010 n'a pas encore été conclu, on n'a pas le nombre exact des victimes, on n'a pas le résultat clair des élections de 2010. Les responsabilités ne sont pas situées. Les responsabilités ne sont pas situées. On ne peut pas, avec tout ce cafouillage, dire qu'on partirait, on ira aux élections en octobre. Et si on va y aller, bien évidemment, je crois peut-être que c'est prévu dans la suite, Alassane Ouattara ne devrait pas être candidat. Et en plus, nous exposons à de très graves conséquences en partant des élections en octobre 2020. Justement, nous allons en revenir. Alors, nous faisons en même temps la transition sur la coalition nationale pour le changement. Donc, on a vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu une coalition qui a été créée. Et cette coalition regroupe un certain nombre de candidats déclarés, dont M. Charles Konan-Banny, ancien gouverneur de la BCEAO, l'honorable Kwaku Konan-Bertin, qui se sont déjà déclarés, et M. Essi Amara, qui ne se trouve pas, je pense, dans la CNC. Alors, que pensez-vous de cette coalition-là à la veille de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire?